Nous avons vu en fait la méthode Meurize. Nous avons parlé sur le CGBD. Nous avons parlé sur une entité. Ça veut dire quoi une entité? Donc, alors ça c'est science. 4. Donc voilà. Alors on va continuer. On va continuer le cours. Alors, nous avons dit en fait pour la méthode Meurize, il se compose de 3 niveaux. C'est une méthode qui permet de faire la modélisation et la conception d'une base de données. La base de données, en fait, c'est l'ensemble des données qui sont bien structurées. Nous avons donné l'exemple de la bibliothèque. Nous avons dit, en fait, que les livres, les ouvrages, les livres à l'intérieur de la bibliothèque, ils sont équivalents aux données dans une base de données. Donc, pourquoi on organise les livres dans une bibliothèque? C'est pour faciliter le traitement. Ça veut dire quoi le traitement? La recherche d'un livre, récupérer un livre, supprimer un livre, ajouter des livres, et tout ça en fait pour faciliter et pour rendre le temps de traitement des opérations dans une bibliothèque, pour rendre ce temps-là rapide, minimal, il faut structurer les livres à l'intérieur d'une bibliothèque. La même chose pour les données. Donc, nous avons un ensemble de données. Par exemple, on veut créer une base de données pour l'IFST. L'IFST, il contient plein de données. Il contient les noms, les prénoms, les numéros de téléphone, des personnes, des notes, la gestion administrative, la scolarité, les départements, les laboratoires, la recherche, les articles. Tout ça, en fait, c'est ensemble des données. Il faut bien les structurer. Il faut bien les ranger. D'accord? Donc, il faut faire une conception. Avant de créer la bibliothèque, les gens qui créent la bibliothèque, ils ont une conception. Pour bien structurer les livres. Ils disent, tiens, voilà, on va organiser les livres sous forme de rayons. Chaque rayon, il contient une spécialité. À l'intérieur d'un rayon, il y a des étagères, par exemple. Chaque étagère, il contient une année. La première année, la deuxième année, etc. Par exemple, le rayon de physique. Physique, il contient, par exemple, à droite, il y a le mécanique. À gauche, il y a l'électricité. D'accord? Et dans les étagères, il y a la première année, dans le premier, dans le deuxième année, dans le troisième année, etc. Donc, ça, c'est une sorte de structuration et d'organisation des livres. D'accord? La même chose pour une base de données. Mais pour faire cette conception-là, il faut suivre des méthodes. Il y a la méthode Meurize, dans laquelle nous avons parlé la dernière fois. D'accord? Alors, je vais ici, en fait, te faire un petit rappel. Alors, nous avons dit, en fait, pour Meurize, alors, nous avons dit, en fait, pour Meurize, alors, c'est une... alors, c'est une méthode qui contient 3 niveaux, 3 grands niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau conceptuel. Ça, c'est le niveau conceptuel. Là, on fait en fait la conception. D'accord? Celui-là, en fait, il faut penser à faire sortir des entités et des associations qui font la relation entre les entités. La dernière fois, nous avons expliqué ça veut dire quoi une entité. Une entité, nous avons dit en fait, c'est un élément de l'ensemble. Par exemple, dans l'IFST, nous avons plusieurs entités. L'étudiant, c'est une entité. D'accord? Un professeur, c'est une entité. S'il vous plaît, on fait d'arrêter les micros. Nous avons dit en fait, étudiant, c'est une entité.
et professeur, c'est une autre entité. Et la relation entre les deux, c'est le verbe enseigner. Enseigner, c'est-à-dire un étudiant, il a été enseigné par un professeur, ou bien un professeur, il enseigne un certain nombre d'étudiants. Ça, c'est le premier niveau. D'accord? Le deuxième niveau, il s'appelle en fait le niveau relationnel, ou bien le niveau logique. Alors, dans ce cas-là, il faut transformer, ça c'est un modèle, c'est un schéma, en fait, tracé sur un papier, qui contient bien sûr plusieurs entités, plusieurs associations. Il faut transformer celui-là sous forme de tableau. D'accord? En fait, on doit transformer celui-là sous forme de tableau comme ça. D'accord? Et ça, en fait, il y a, pour aller de ce schéma-là vers ce schéma-là, on applique en fait un certain nombre de règles. Il y a 4 règles. C'est facile. 4 règles à respecter pour aller de ce schéma-là à ce schéma-là. Il y a le dernier niveau de la méthode Meurice. Donc, il y a le dernier niveau, c'est le niveau physique. Alors, ce niveau-là, il correspond à l'implémentation. Maintenant, en fait, sur les 2 premiers niveaux, nous avons travaillé sur papier. Et dans celui-là, on aura besoin d'un ordinateur. Là où il y a en fait un SGBD, un système de gestion de base de données, et un logiciel qui permet de créer une base de données, d'ajouter des données dans la base de données et de faire les différentes manipulations et les différentes actions sur la base de données. D'accord? Donc, ce niveau-là, le niveau physique, ça contient l'implémentation ou bien la mise en place informatique de notre niveau logique. D'accord? Alors ça, ce sont les 3 niveaux de la méthode Meurice. Là-bas, on est en train d'étudier, ça veut dire quoi? Une entité, une association, etc., etc. Donc, on va continuer. Alors, juste une minute, je déconnecte l'écran. L'écran? Je pense que c'est bien. Oui, monsieur. Très bien. Alors, nous avons dit en fait la représentation de modèle entité-association s'appuie sur 3 concepts. Objet en entité ayant une existence propre, l'association, ou bien un lien entre les entités, et la propriété. Nous avons parlé sur la propriété, c'est un attribut. Par exemple, pour l'entité, l'entité en fait, c'est un élément de l'ensemble. D'accord? Donc, on veut par exemple faire une conception de la base de données de l'IFST. La première des choses à faire, c'est d'aller chercher les informations dans l'IFST. D'accord? Si on ne maîtrise pas qu'est-ce qu'il arrive ou bien le contenu de l'IFST, on ne va jamais y arriver en fait à construire une base de données. Donc, on va aller chez l'IFST, chez les gens de l'IFST, on va poser des questions. Est-ce que vous avez des étudiants? Est-ce que vous avez des salles? Est-ce que vous avez ça? Etc., etc. Donc, et vers la fin, on va créer ce qu'on appelle un cahier de charge. Un cahier de charge, c'est un texte qui permet de décrire le monde réel. Le texte, par exemple, l'IFST, c'est un établissement public qui se compose des étudiants, des enseignants et des cours. Chaque cours, il est enseigné dans une salle, etc. Donc, c'est un texte qui permet de faire la description de l'IFST. Ou bien, c'est un texte qui permet de raconter ce que nous avons sur l'IFST. Celui-là, il s'appelle un cahier de charge. Et à partir de ce cahier de charge-là, de ce texte-là, normalement, le cahier de charge, il vient ici. Alors, à partir d'un cahier de charge, bon, on appelle ça en fait un cahier de charge, à partir de ce texte, d'accord? À partir de ce texte-là, on va essayer de faire sortir les entités et les associations. D'accord? Alors, l'entité, c'est un élément. Quand on parle de l'entité, en fait, c'est un élément que nous avons sur le cahier de charge. Par exemple, un étudiant, est-ce qu'il peut être une association? Est-ce qu'il s'agit d'une action sur l'IFST? Un étudiant, ce n'est pas une action, donc ce n'est pas une association. Donc, c'est une entité. Enseigner, le verbe enseigner, ça c'est une action. Donc, il s'agit d'une association. D'accord? La différence entre entité et association, c'est que l'entité, c'est un élément de l'ensemble. Et l'association, c'est l'action. Ou bien c'est l'action qui permet de relier entre 2 entités. Relier, c'est quoi le lien entre l'entité, par exemple, voilà, l'entité personne
étudiant et enseignant, c'est enseigner. C'est quoi dans un marché, par exemple, si on veut créer une base de données pour un marché ou bien pour un magasin, c'est quoi la relation entre, ou bien l'association entre, voilà, je vais essayer d'écrire ça, entre un produit sur un magasin. Donc, un produit, c'est une entité, d'accord? Et ça, c'est un client qui vient d'arriver pour chercher le produit. L'association entre les deux, c'est acheter ou bien commander. Ça, c'est acheter. D'accord? Donc, produit, c'est une entité. Client, c'est une entité. Pardon. Produit, c'est une entité. Client, c'est une entité. Et acheter, c'est une association entre les deux entités. Donc, maintenant, on va voir pour les objets ou entités, l'association, la propriété. La propriété, c'est un attribut, par exemple, pour un produit. Un produit, par exemple, il a un nom. D'accord? Chaque produit, le produit X, d'accord? Chaque produit, il a un nom, il a un prix unitaire, un prix ou bien un prix unitaire. Il a, par exemple, une couleur, etc., etc. Tout ça, il s'appelle des propriétés ou bien des attributs. Ce sont des propriétés ou bien des attributs. Il y a des éléments qui permettent de définir le produit. Chaque produit, il a un nom, un prix, une couleur, un poids, etc., etc. Donc, voilà l'exemple de, maintenant, en fait, représentation graphique d'un exemple entité. Ça, c'est entité, ça se fait comme ça. Et par la suite, en bas, on ajoute des propriétés comme je viens de tracer. Définition. Alors, l'entité, il désigne un ensemble d'instances qui possèdent une sémantique et des propriétés communes. D'accord? C'est une instance qui possède une sémantique et des propriétés communes. Exemple, personne, livre, enseignant, étudiant, etc., etc. L'instance, maintenant, en fait, l'instance, un objet, une chose concrète ou abstraite qui peut être reconnue distinctement et qui est caractérisée par son unicité. Exemple, etc., etc. Alors, quand je dis en fait l'ensemble des étudiants, là, bah, je prends l'exemple d'étudiants toujours. Donc, étudiant, c'est une entité. Voilà, ça représente comme ça. J'écris ici, en fait, étudiant, c'est le nom de l'entité. D'accord? Ça veut dire quoi, cet étudiant-là? Ça, c'est, en réalité, c'est un ensemble d'étudiants. Du Life par exemple, c'est plusieurs étudiants. Il y a l'étudiant 1, l'étudiant 2, l'étudiant 3, l'étudiant 4, etc., etc. Ça, c'est un ensemble ça, c'est un ensemble des éléments. D'accord? Donc, celui-là, cette entité-là, ça représente l'ensemble. Quand j'écris comme ça, étudiant, je mets ici un nom. Je mets, par exemple, un numéro apogée. Chaque étudiant, il a un nom, il a un numéro d'apogée, il a, par exemple, âge. Ça, ce sont des attributs. Je peux ajouter, bien sûr, d'autres attributs. D'accord? Celui-là, il s'appelle un ensemble ou bien une entité. D'accord? Et l'instance, donc, celui-là, ça représente l'ensemble, et en réalité, il est comme ça. D'accord? Chaque étudiant, l'étudiant E1, par exemple, étudiant E1, voilà ces informations. Le nom, je commence par le nom, par exemple, c'est Ahmed. Le numéro apogée, c'est 0133, par exemple. Et son âge, par exemple, c'est son âge, par exemple, c'est 23 ans ou bien 22 ans. D'accord? Alors, E1, il s'appelle l'instance. Celui-là, il s'appelle E1, il s'appelle l'instance de l'ensemble. Ou bien un élément. Un élément de l'ensemble. L'élément de l'ensemble ou bien instance. Quand je dis, en fait, ça, c'est un exemple concret de l'ensemble. Ça, c'est un deuxième exemple concret de l'ensemble. Ou bien une deuxième instance, troisième instance, quatrième instance, etc., etc. Entité, instance. Nous avons dit l'instance, c'est un exemple concret de l'ensemble. Quand je dis Ahmed, Ahmed, c'est une instance de l'entité étudiant. Ou bien Ali, c'est instance de l'entité personne. C'est un élément qui appartient à l'ensemble. Donc, les attributs aux propriétés, voilà, etc. Nous avons personne, le nom, le prénom et l'adresse.
Alors, les attributs, le nom, c'est un attribut, prénom, c'est un attribut, l'adresse, c'est un attribut. Chaque attribut, d'abord, ça, ce sont des attributs, d'accord? Chaque attribut d'une entité possède un domaine qui définit l'ensemble des valeurs possibles qui peuvent être choisies pour lui. D'accord? Il y a l'entité, chaîne de caractères, booléenne, etc. Ça, ce sont des... Voilà. Attends, j'arrête. En fait, attribut, ça c'est un attribut ou bien une propriété, attribut ou bien propriété. Ça c'est attribut ou bien propriété. D'accord? Et chaque attribut, il appartient à un ensemble. Chaque attribut d'une entité possède un domaine qui définit l'ensemble des valeurs. Exemple ici, par exemple, pour le nom, c'est quoi l'ensemble de définition du nom? C'est comme les ensembles de définition en mathématiques. L'ensemble des définitions de nom. Comment je peux définir un nom? Donc, un nom, c'est un texte. D'accord? Âge, le numéro apogée, ça c'est numérique. Âge, c'est numérique. Par exemple, date de naissance, ça c'est un type qui s'appelle date. C'est pas un texte, c'est pas un numéro, parce que le date, c'est un autre domaine. Donc, il y a le jour, mois, année. D'accord? Alors, la forme de date, elle est différente de la forme du numéro, et elle est différente de la forme de texte. D'accord? Donc, les attributs, ce sont des propriétés qui définissent un élément, qui définissent en fait l'entité. D'accord? Et chaque attribut, il appartient à un domaine. Il est défini dans un domaine. D'accord? Voilà. Identifiant ou bien clé. Alors, maintenant, en fait, parmi les attributs, parmi les attributs, il y a l'attribut spécial. Parmi les attributs, les propriétés, donc je reviens vers mon exemple. Donc, toujours, je vais ici, en fait, de faire... Donc, je vais essayer toujours de faire, voilà, pour l'entité étudiant. L'entité étudiant. L'entité étudiant, par exemple, il a un nom. Je vais écrire le nom ici. Il a un âge. D'accord? Il a d'autres propriétés. Donc, il y a celui-là, il y a celui-là, il a d'autres. Alors, pour la clé, ça veut dire quoi la clé? Donc, la clé, c'est un attribut qui permet de déterminer l'étudiant d'une manière unique. Est-ce que le nom, quand je vous dis l'étudiant Ahmed, est-ce qu'il est unique? Quand je vous dis en fait l'étudiant Ahmed, Ahmed, voilà, le nom, son nom c'est Ahmed, d'accord? Est-ce qu'il est unique? Avec cette valeur-là, quand je donne la valeur au nom, est-ce que le nom il est unique? Est-ce que l'étudiant il est unique? Non. Non, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs étudiants qui s'appellent Ahmed. D'accord? Même si j'ajoute le prénom, le nom et le prénom, il ne permet pas de définir l'étudiant d'une manière unique. D'accord? L'âge, est-ce qu'il permet de définir un étudiant d'une manière unique? Non. Pourquoi? Parce que je peux avoir plusieurs étudiants qui ont un même nom, un même prénom, un même âge, mais ce n'est pas le même étudiant. D'accord? C'est pourquoi il y a toujours un champ spécial, il s'appelle la clé. Par exemple, pour notre cas, c'est le numéro apogée. Alors, quand je vous dis en fait le numéro apogée que je viens de dire tout à l'heure, par exemple 16 01 33. Je vous dis par exemple l'étudiant qui a un numéro d'apogée, ça. Est-ce que l'étudiant est unique? Est-ce que cette valeur-là peut déterminer le champ-là, ou bien cette valeur, est-ce qu'il détermine l'étudiant d'une manière unique? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Donc celui-là, il s'appelle un champ spécial. Ça, c'est un champ spécial ou bien il s'appelle une clé. Celui-là, c'est une clé. Donc, la clé, c'est un attribut, d'accord? C'est un attribut qui permet de définir l'instance d'une manière unique.
Yani, c'est un élément qui permet de définir l'étudiant d'une manière unique. Et on se ligne sur ce champ-là. C'est-à-dire les champs, yani, si je veux tracer une entité, c'est-à-dire le nom de l'entité, les attributs, où je viens pour l'élément qui permet de définir l'instance d'une manière unique, je souligne. D'accord? Ou bien je l'écris en gras. Mais généralement, en fait, c'est mieux de souligner. D'accord? Alors, celle-là, elle s'appelle la clé. La clé, c'est l'attribut ou bien c'est la propriété qui permet de définir l'étudiant d'une manière unique. Par exemple, ici, c'est le numéro de sécurité sociale. Ça peut être aussi le numéro de la carte d'identité nationale. Ça peut être, voilà, toute propriété qui permet de définir un élément d'une manière unique. Donc, c'est l'identifiant ou bien la clé. Il s'appelle, ça c'est identifiant ou bien la clé. D'accord? Identifiant, c'est pour, il fait quand on dit en fait le mot identifiant, il identifie une personne d'une manière unique. Yani bouhdou. D'accord? Un identifiant d'une entité ou bien association, l'association aussi il a des attributs, donc il a aussi la clé, est constitué par un ou plusieurs de ces attributs qui doivent avoir une valeur unique pour chaque entité ou association. Voilà. Donc, chaque entité possède au moins un identifiant qui peut être éventuellement formé de plusieurs attributs. La règle, ça veut dire quoi la règle? Chaque entité, elle doit avoir un attribut qui s'appelle clé. D'accord? Donc, une entité qui ne contient pas la clé, ça ne sert à rien. L'entité, ça ne sert à rien. D'accord? Ce n'est pas possible de créer, par exemple, de créer l'entité étudiant qui contient seulement le nom, le prénom et l'âge. Non, il faut avoir au moins un champ qui représente la clé. D'accord? Et cette clé-là, ça peut être comme ça un seul champ, comme il peut être plusieurs champs. On va voir ça par la suite. Donc, l'association. Quand on parle de l'association, par exemple, vous êtes en relation. Par exemple, regardez pour cette entité-là, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'il nous faut un champ qui représente la clé. Il nous faut ici le numéro, la personne, le numéro de la carte d'identité nationale, par exemple. Le livre, il doit avoir un numéro d'édition ou bien code, etc. Un numéro qui permet de définir le livre d'une manière unique. D'accord? Mais ce n'est pas ça l'objectif de ce slide-là. Ce slide-là, c'est pour cette page-là, c'est pour expliquer ça veut dire quoi une association. Une association, c'est un lien entre deux entités. C'est quoi la relation entre Voilà, ici, en fait, sur cette page-là, il y a un seul exemple. Mais ici, on va essayer de réfléchir pour mettre, je vais créer, en fait, une entité qui s'appelle, ça c'est personne. D'accord? Et ça c'est livre. Dans le monde réel, c'est pas seulement la bibliothèque. Dans toute la vie. D'accord? Il y a une personne X, un homme, un humain, d'accord, avec un livre. C'est quoi les différentes associations qu'on peut avoir entre les deux? Une personne. Lecture. Acheter. Très bien. Lecture. Lecture, lire. Très bien. Quoi d'autre? Écrire. Écrire. Très bien. Quoi d'autre? Vendre. Vendre. Vendre, emprunter, etc. Emprunter, c'est l'exemple اللي عندنا في le cours. D'accord? Une personne, elle peut acheter un livre. Une personne, elle peut lire un livre. Une personne, elle peut critiquer, donc lire, ou bien elle peut critiquer un livre. Une personne, elle peut écrire un livre. Dans ce cas-là, cette personne-là, elle s'appelle l'auteur de livre. Dans le premier cas, la personne, elle s'appelle l'acheteur du livre. Personne, c'est celui qui a lu le livre. Ça, c'est l'auteur. Et ça, c'est un commercial, celui, en fait, qui a vendu ou bien le livre. D'accord? Le vendeur des livres. Une personne, il peut vendre
un livre. Tout ça, en fait, ce sont les différentes associations qu'on peut avoir entre ces deux entités. Donc, et celui-là, il s'appelle un modèle, tout ça, il s'appelle un modèle entité-association. Entité-association. D'accord? Il contient des entités et des associations. Donc, très bien. J'avance. Un lien entre... Donc, ici, tout à l'heure, nous avons parlé de l'instance d'une entité. D'accord? Tout à l'heure, nous avons parlé, en fait, sur l'instance d'une entité. Maintenant, on va parler sur l'instance d'une association. Instance d'une association. Alors, l'instance d'une association. Voilà, ici, en fait, je prends l'exemple toujours d'un... Dites-moi un exemple de deux entités, une association. Deux entités que je peux avoir dans le monde réel. Donc, je peux avoir, par exemple, un étudiant et un livre. Dans la bibliothèque, par exemple, l'exemple de la bibliothèque. D'accord? Un étudiant, il peut, on dirait une seule association, il y a emprunté. Emprunté. Ça veut dire quoi emprunté? Ou le livre. D'accord? Un étudiant, il a un numéro à projet. D'accord? Un livre, il a un numéro, donc je vais l'appeler le numéro du livre. D'accord? Ça, c'est une clé. Donc, un livre, il a un titre, une spécialité, plus d'autres attributs. Un étudiant, il a un nom, il a un prénom, plus d'autres attributs. D'accord? Donc, je viens maintenant pour... ça, c'est l'entité, par exemple. Ça, c'est l'entité étudiant. Et ça, c'est le livre. En réalité, ça, nous avons dit, en fait, au fin de compte, l'entité, c'est une association. C'est un ensemble. L'entité, c'est un ensemble. Et le livre, donc, l'entité livre aussi, c'est un ensemble. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai un ensemble d'étudiants. J'ai étudiant 1, étudiant 2, étudiant 3, jusqu'à étudiant N. Et dans la partie des livres, j'ai un livre 1, livre 2, jusqu'à livre M. D'accord? Ça veut dire quoi emprunter? Donc, dans emprunter, il y a une date. Pour chaque emprunté, en fait. J'ai un étudiant E1, il a emprunté, regardez, comme ça. On dit étudiant 1, il a emprunté le livre L1 dans la date X. Le même étudiant, l'étudiant 1, il a emprunté le livre 2 dans la date Y. L'étudiant 3, il a emprunté, donc, l'étudiant 3, il a emprunté le livre L2 dans la date Z. L'étudiant 3, il a emprunté le livre M dans la date X. D'accord? Alors, E1, c'est une instance de l'entité étudiant. Parce que c'est un exemple, c'est une valeur, c'est un élément de l'ensemble. D'accord? L1, c'est une instance de l'entité livre. Pourquoi? Parce que c'est un exemple. La même chose ici. Ce lien-là, cet arc-là, c'est une instance de l'action empruntée. Parce qu'il fait partie de l'ensemble. Nous avons ici, en fait, ça c'est emprunté 1, ça c'est emprunté 2, ça c'est emprunté 3, ça c'est emprunté 4. Jusqu'à emprunter, par exemple, K, par exemple. D'accord? Nous avons plusieurs actions d'emprunter. Cet ensemble-là, regardez, ça aussi c'est un ensemble. Ça aussi c'est un ensemble. Ensemble de quoi? Ensemble des associations. L'association E1, E2, E3, E4, etc. Donc, E1, il s'appelle elle aussi une instance de l'action empruntée. E1, c'est une action, c'est un élément de l'ensemble des actions empruntées. D'accord? Il y a l'ensemble des actions qui s'appellent empruntées. Et E1, c'est une instance. Donc, les associations aussi, ils possèdent des instances. D'accord? Donc, l'association désigne un ensemble de relations qui possèdent les mêmes caractéristiques. L'association décrit un lien entre deux ou bien plusieurs entités. On va voir en fait le cas
là où l'association, elle peut relier entre trois entités. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, nous avons vu des associations qui relient entre seulement deux entités. On peut avoir des associations, une association qui relie entre trois entités. L'entité, on peut avoir une autre entité ici. L'association, il permet de relier entre trois entités. Donc, toujours les participants. Alors, toujours ça, ce sont des définitions, d'accord? Les participants, donc les participants, parce qu'on est ici toujours sur l'association aux relations. Si l'association, d'accord, c'est mieux de l'appeler association. Alors, ici, en fait, pour cette association-là, les participants de cette association, c'est cette entité et cette entité. Alors, les participants d'une association, c'est l'ensemble des entités qui sont directement attachées. D'accord? Celle-là et celle-là, ce sont des participants de cette association. C'est les participants. La collection, c'est l'ensemble des participants d'une association. Donc, c'est l'ensemble des participants d'une association et appelée la collection de cette association. Personne plus livre, etc. Ça se crée de ce format-là. La dimension au arrêté d'une association, c'est le nombre d'entités contenues dans la collection. Alors, dans ce cas-là, nous avons dit ça, ce sont des participants. D'accord? Livre, étudiant, c'est un participant. Livre, c'est un participant. D'accord? Et la dimension de, on dit participant de l'association. D'accord? Ça, cette entité-là, c'est participant de emprunter. Étudiant, c'est participant de emprunter. D'accord? Et la dimension, dans ce cas-là, la dimension est égale à 2. Pourquoi? Parce que c'est deux entités qui participent dans l'association. On peut avoir la dimension est égale à 3. Il y a trois entités comme ça. Dans ce cas-là, trois entités, nous avons l'entité 1, l'entité 2, l'entité 3. Ils participent dans une seule association. Ils sont en relation toutes les trois dans une association. Je vous donne exemple par exemple. Ça, c'est personne, d'accord, qui a acheté l'action d'acheter un produit. Donc, une personne qui achète un produit, automatiquement, il y a une facture. D'accord? Donc, acheter, c'est une association qui relie entre la personne, le produit et la facture. D'accord? Ça, c'est la facture. Donc, une personne, elle a acheté un produit et il possède, bien sûr, une facture. La facture de l'achat de produits par cette personne-là. Donc, dans ce cas-là, la dimension est égale à 3. Pourquoi? Parce que c'est trois entités qui participent dans cette association. Donc, maintenant, on va voir une chose très intéressante, ce sont les cardinalités. Les cardinalités, on a les nombres que nous avons ici. Ça, ce sont des nombres que nous avons au niveau des cardinalités. Donc, on va donner un exemple. Donnez-moi un exemple d'une association. Et de deux entités, une association. Donc, je vais prendre l'exemple. Je vais prendre l'exemple sur le cours, simplement. Nous avons une personne et le livre. Une personne et le livre. D'accord? Ça, c'est personne. Il y a un numéro de la personne. D'accord? Ça, c'est le livre. Numéro du livre. Donc, les deux attributs, ce sont des clés parce que j'ai souligné. D'accord? J'ai souligné les deux. Donc, une personne, elle a un nom. Elle a un prénom. Donc, le livre, lui aussi, en fait, il a un titre. Il a un domaine. D'accord? Un domaine, c'est-à-dire physique, mathématique ou bien biologie, etc. Alors, ici, en fait, je mets en fait l'association d'elle être
Donc, l'association dit écrire. D'accord? Écrire. Donc, écrire. Voilà, je mets en fait l'association comme ça. Alors, les cardinalités, ce sont deux numéros dans chaque côté. Nous avons, pour écrire, il a deux pattes. Juge Rajlin. Il y a la patte à gauche, c'est celle-là. Il y a la patte à droite ici. Alors, les cardinalités, ce sont des numéros, ce sont des nombres, d'accord, qu'on représente dans chaque patte. Il y a un nombre, virgule, un nombre. Celui-là, en fait, la partie en gauche, c'est la valeur minimale, et la partie à droite, c'est la valeur maximale. D'accord? Ça, ce sont les cardinalités. Faites attention, faites les cardinalités. Alors, ça, c'est la valeur minimale, virgule, la valeur maximale. Donc, je dis une personne pour déterminer la valeur à dire, pour déterminer les deux valeurs, je suis là. D'accord? Je dis une seule personne, il peut, c'est ça la question, il peut écrire combien de livres? Alors, dites-moi, c'est quoi la valeur minimale des livres qui peut être écrite par une personne? Une seule personne, il peut écrire au minimal combien, au maximal combien de livres. Alors, au minimal, c'est combien? Une personne, elle peut écrire combien de livres? Minimal, en valeur minimale. 0. 0. C'est 0. Très bien. C'est pas auteur. Donc, je reviens pour ces détails-là par la suite. Alors, je dis en fait, une personne, elle peut écrire 0 livre. D'accord? Une personne, elle peut écrire 0 livre. Au minimal. Au maximal, elle peut écrire combien? Alors, regardez, pour ce minimal-là, je peux mettre la valeur 0, je peux mettre la valeur 1, je peux mettre la valeur n. Alors, nous avons 3 valeurs à écrire, donc minimal et maximal. 0 pour aucun, 1 pour dire unique, n pour dire plusieurs. N, ça veut dire en fait, qu'on est supérieur ou égal à 2. Il n'y a pas de 2. D'accord? Il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 3, il n'y a pas de 4. Il y a 0, 1 et n. 0, c'est-à-dire rien. 1, ça veut dire unique. Et n, ça veut dire plusieurs. Il dépasse 2. Supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc ici, une personne, il peut écrire 0 livre. Et il peut écrire au maximal combien de livres? Un livre. Un livre. Très bien. C'est un livre. Ça, il s'appelle des cardinalités. De ce côté-là. D'accord? Ranjil a le côté là. Alors, pour tracer les cardinalités de le côté droite, d'abord, on a la partie hadi. Ça sert pour faire ça, faire les cardinalités de gauche. Je veux en fait faire ces cardinalités-là. Donc, ça, c'est le minimal, ça, c'est le maximal. Le minimal et le maximal, ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être n. La même chose, ça, je me mets ici. D'abord, on va dire la question inverse. Un livre, un seul livre. Il peut être écrit par combien de personnes au minimal? Un livre, il peut être un livre, je me mets ici où ça me un livre, il peut être écrit par combien de personnes? Ça, c'est combien de personnes? Une personne. Oui. Au minimal, c'est quoi? Minimal. La valeur minimale. C'est 1. C'est 0? Est-ce qu'on peut avoir un livre qui a été écrit par 0 personne? En réalité, parce qu'il faut réfléchir à la réalité. Quand on pose la question, il faut réfléchir à la réalité. D'accord? Est-ce que je peux mettre 0 au minimal? Non. Non. Pourquoi? Parce que quand je dis un livre, donc au moins, il y a une personne qui a écrit ça. Donc minimal, c'est 1. D'accord? Au maximal, un livre. Et un livre, il peut être écrit par combien de personnes? N. N personnes. Parce que je peux trouver en fait un livre là où il y a plusieurs auteurs. 2 auteurs, 3 auteurs, etc. etc. Donc celui-là, il s'appelle des cardinalités. Des
des cardinalités. D'accord? Ou les cardinalités de tout à l'heure, elles sont intéressantes. Il faut faire attention à les cardinalités. Elles sont faciles, mais en fait, elles sont intéressantes. Elles sont efficaces. Pourquoi? Parce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, pour aller, quand je termine en fait le modèle entité-association, et pour aller au modèle logique, je dois appliquer 4 règles. Ces 4 règles, principalement, elles se basent sur les cardinalités. La logique des cardinalités. Si je fais une erreur au niveau des cardinalités, ce passage-là sera erroné. D'accord? Il faut bien réfléchir, il faut bien mettre des bonnes cardinalités pour avoir un bon modèle logique. D'accord? Pour avoir un bon modèle logique. Donc, ici, je reviens ici. Donc, pour le livre, nous avons dit, ça c'est un N. Il faut la modifier. D'accord? Un livre, il a été écrit par plusieurs. C'est pas un. Il faut modifier ça. C'est un N, c'est pas un. Une personne, il peut être auteur de 0 ou bien de plusieurs livres. Et un livre, il a été autoré par une ou bien plusieurs. Celui-là à modifier. D'accord? Donc, mais un livre ne peut être écrit que par une ou bien plusieurs personnes. Il faut modifier ça. D'accord? Le bon exemple, il est ici. Je vais vous envoyer par la suite ce tableau-là. Le bon exemple, il est là. Donc, le bon exemple, c'est bien ça. Ça, c'est N. Donc, il faut faire attention à celui-là. D'accord? Faire attention à ça. Ça, c'est N. C'est pas 1. Donc, je reviens. Alors, nous avons dit, en fait, l'expression de la cardinalité est obligatoire pour chaque patte d'une association. D'accord? Une cardinalité minimale est toujours 0 ou 1. Elle peut être aussi N. Et une cardinalité maximale, c'est 1 ou N. Donc, ici, je vais mettre ça. Donc, la cardinalité minimale, c'est 0, N. Et la cardinalité maximale, c'est 1 ou bien N. D'accord? Alors, la cardinalité minimale, c'est 1, 0 ou N. N aussi, il fait partir du minimal. D'accord? Et une cardinalité maximale, c'est 1 ou bien N. Alors, donnez-moi un exemple là où la cardinalité minimale, il est à plusieurs. Par exemple, étudiant. Donc, étudiant, par exemple, je vais l'appeler par exemple étudiant de... Attends. Faites par exemple ici un étudiant, d'accord, je vais l'appeler comme ça, étudiant de bac plus 2. D'accord? Étudiant de bac plus 2, en fait, c'est une entité. Je suppose par exemple que je veux étudiant de bac plus 2, ou ça par exemple, c'est la fac. Ça, c'est fréquenté. D'accord? Un étudiant, cet étudiant-là, donc pour faire ces cardinalités-là, il a fréquenté, cet étudiant-là, il a fréquenté combien de fois? Un étudiant, donc je mets un étudiant, combien de fois un étudiant il a fréquenté la fac? Un étudiant, par exemple, qui a déjà passé la première année, la deuxième année. Le nombre minimal de fois, c'est N. C'est plusieurs. Ou le maximal, c'est plusieurs. Tel que le N, il est inférieur à M. D'accord? Ça, c'est minimal. Ça, c'est maximal. Une fac, il est fréquenté par combien d'étudiants? Au minimal. Elle aussi, c'est NM. Vous êtes bien d'accord?
Une fac, Oui, il a monsieur. été fréquenté par combien d'étudiants? On ne peut pas avoir un seul étudiant. Une fac, il a été fréquenté seulement par un seul étudiant. Bah, ça, c'est pas normal. D'accord? Le nombre de fois minimal, c'est plusieurs. Déjà, le minimal, il est plusieurs. Donc, le maximal aussi, il est plusieurs. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple. D'accord? Ça, c'est un exemple où nous avons, en fait, la cardinalité minimale, il est à plusieurs. Donc, cette valeur-là, elle aussi, il est possible pour la valeur minimale. D'accord? Par contre, pour la valeur maximale, le 0, il n'y a pas de 0 dans la valeur maximale. D'accord? Le min, c'est 0, 1, n. Le maximal, c'est 1 ou bien n. Je continue. Donc, association plurielle. Donc, l'association plurielle, nous avons déjà parlé sur ça. L'association plurielle, c'est bien celle-là. Ça veut dire quoi, association plurielle? Ça veut dire deux personnes ou bien deux entités, ils sont reliés par plusieurs associations. D'accord? Maintenant, on est en train ici, en fait, de voir un petit peu les types des associations qu'on peut avoir. D'accord? Les types des associations qu'on peut avoir. Par exemple, ici, on regarde ici deux entités-là. Nous avons l'entité personne, l'entité livre. Ces deux entités ici, ils peuvent être reliés par plusieurs associations. Être auteur, avoir critiqué, lire, acheter, vendre, etc. C'est là, il s'appelle association plurielle. Il y a deux entités, elles peuvent être reliées par plusieurs associations. D'accord? Association ici, en fait, voilà, pluriel, c'est pluriel. Déjà, c'est pluriel, c'est plusieurs. Et ça, c'est association réflexive. L'association réflexive, je viens pour, en fait, ici, comme j'ai dit, on est en train de présenter les différents types d'associations. Nous avons dit association plurielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux entités. Elles peuvent être reliées par plusieurs associations. L'exemple, c'est l'exemple que nous avons donné ici. Acheter, lire, écrire, vendre. Si vous remarquez, ça, c'est plusieurs associations qui permettent de relier, en fait, entre deux entités. Alors ici, en fait, on va voir une association réflexive. Ça veut dire quoi, l'association réflexive? C'est l'association qui revient sur l'entité elle-même. Yani, l'association qui revient sur l'entité elle-même. Exemple. Je donne deux exemples. Je donne deux exemples. Par exemple, étudiant. Parce que nous avons dit, en fait, en réalité ici, une entité, il s'agit en fait d'une association. Une entité, il s'agit en fait, une entité, il s'agit en fait d'un ensemble des éléments. D'accord? Alors, je viens ici pour mettre, par exemple, l'exemple de étudiant. Étudiant. Par exemple, je veux modéliser la relation de l'amitié entre les étudiants. Je veux modéliser la relation de l'amitié entre les étudiants. Un étudiant, d'accord? Chaque étudiant, il a un numéro apogée, il a un nom, il a un prénom, et il a d'autres attributs. D'accord? Alors, pour modéliser la relation de l'amitié, c'est-à-dire un étudiant, c'est un ami d'un autre étudiant. Est-ce que j'ai le droit de mettre comme ça? De faire comme ça étudiant, mettre une deuxième entité qui s'appelle étudiant, numéro apogée, le nom, le prénom et d'autres attributs ici. Dans ce cas-là, en fait, alors, je vais mettre ici, en fait, ça c'est l'association de être ami. D'accord? Un étudiant, c'est un ami d'un autre étudiant. Mais si je modélise, si je fais ce schéma-là, c'est quoi le problème de ce schéma-là? C'est quand je passe au modèle physique de données, yani quand je veux implémenter les données, une base de données, je dois créer un ensemble qui s'appelle les étudiants. De toute la FST, par exemple, E1, E2, jusqu'à EN. Ou les données que j'ai ici, parce que chaque association, il a un nom, il a un numéro apogée, d'accord? Il a un nom, il a un prénom, etc. Pour chaque élément ici, il a ces informations-là. Donc, j'ai créé un ensemble pour cette entité-là et je dois créer un autre ensemble pour cette entité-là. Donc,
étudiant 1. Cet étudiant 1, avec ces informations-là, je dois les répéter ici. Ça, c'est le numéro apogée. D'accord? Ça, c'est le numéro apogée. Ça, c'est le nom. Ça, c'est le prénom, etc., etc. Toutes ces informations-là, c'est seulement pour l'étudiant 1. L'étudiant 2 aussi, il a toutes les informations, etc., etc., jusqu'à N. Alors, cet ensemble-là, il contient des données, et cet ensemble-là, il contient les mêmes données qu'ici. Ce sont des données qui sont répétées, ou bien ce qu'on appelle aussi la redondance des données. La dernière fois, quand on a parlé de la redondance des données. Ou la redondance des données ici, c'est pas normal. Est-ce que vous êtes bien d'accord que c'est pas normal de créer deux mêmes ensembles qui contiennent les mêmes données? Est-ce que vous êtes d'accord que ce n'est pas normal? Oui, monsieur. Oui. Et pourquoi, à votre avis? Pourquoi, à votre avis? Parce que ça va perdre beaucoup d'espace. En fait, C'est inutile. c'est inutile. En plus que ça, en fait, regardez, ça, c'est un ensemble de données, par exemple, qui contient 1 giga. D'accord? Qui contient 1 giga. Donc, je vais répéter, en fait, ce 1 giga-là, ici. Parce que j'ai dit, en fait, cet ensemble-là, il contient les mêmes données que cet ensemble-là. La taille de cet ensemble, c'est 1 giga. Dans ce cas-là, je dois, en fait, créer un autre giga, rien que pour modéliser l'association d'être ami. D'accord? Dans ce cas-là, 1 plus 1, ça donne 2 gigas. Yani, j'ai réservé un espace mémoire de 2 gigas pour enregistrer seulement des données de 1 giga. Ça, c'est un gaspillage de l'espace mémoire. D'accord? Et ça, c'est pas bon pour les bases de données. Pourquoi? Parce que l'objectif des bases de données, c'est d'accélérer les opérations. J'accélère les opérations. Et quand ou l'espace mémoire, alors les opérations, elles vont être moins accélérées, elles vont être moins rapides. Pourquoi? Parce que ils parcourent l'ensemble un grand espace mémoire. D'accord? Parcourir un gros espace mémoire, c'est pas comme parcourir un petit espace mémoire. Cherchez par exemple une clé dans votre chambre, ou bien chercher une clé dans une salle à la FST, c'est pas comme chercher une clé dans toute la FST. D'accord? Vous avez perdu par exemple votre portefeuille. Si vous cherchez dans la salle, c'est pas comme chercher dans toute la FST. Parce que chercher dans la salle, c'est rapide. Mais chercher dans la FST, ça va prendre beaucoup de temps. Donc c'est pourquoi c'est pas bon de faire la redondance des données. Nous avons dit en fait parmi les principes de l'USGBD, c'est que la donnée elle doit être en fait minimale. Il faut représenter la donnée dans un seul espace mémoire. Et si je dis en fait ça c'est celui-là c'est E1, c'est Ahmed, son numéro apogée, son prénom, etc. Cette information-là, ça doit être enregistré dans un seul espace mémoire. D'accord? Donc, pour représenter l'association d'IL être ami, ça, c'est pas une bonne solution. C'est pas une bonne solution parce que ça va nous perdre, en fait, l'espace mémoire. Alors, la bonne solution, c'est de créer ce qu'on appelle, en fait, l'association réflexive. Alors, pour l'association réflexive, en fait, c'est ce que je vais présenter ici. Alors, je considère une entité comme ça, qui s'appelle étudiant. Alors, celui-là, c'est son numéro apogée. Alors, ça, c'est le nom. Ça, c'est le prénom. Et ça, ce sont d'autres données. D'accord? Donc, dans ce cas-là, ça, c'est entité, mais en réalité, ça va être l'ensemble. En réalité, ça va être un ensemble de données. D'accord? Donc, nous avons U1, l'étudiant E1, l'instance U1, U2, E3, etc., etc., jusqu'à en fait, ce qu'on appelle l'association réflexive. L'association réflexive, ou bien c'est une association qui l'entité. Il sort de l'entité, il revient élément. Et c'est là, en fait, il s'appelle
association réflexive ou bien ce qui s'appelle être ami. Et je viens pour représenter ça en fait au niveau de l'ensemble. Au niveau de l'ensemble, l'association par exemple E1, l'étudiant E1, c'est un ami de l'étudiant E3. E2, c'est un ami de l'étudiant EN. Alors regardez, l'arc, il sort de l'ensemble, voilà, qui يخرج à partir de E1. C'est vrai qu'il revient sur l'ensemble, mais il revient sur un autre élément. ما تيرجعش على l'élément الأول. Voilà, c'est-à-dire ici en fait, l'association, il sort de l'entité à partir d'un élément E1, mais quand il revient sur l'entité, il ne revient pas sur E1, il revient sur un autre élément. D'accord? ما تيرجعش من هذا l'élément. Donc, ça c'est un ensemble. L'entité c'est un ensemble. Pour maîtriser bien l'association réflexive, il faut mettre dans la tête que l'entité c'est un ensemble. D'accord? Alors, l'association, il sort de l'ensemble et il revient à l'ensemble. Mais les éléments de sortie et de l'entrée, ce ne sont pas les mêmes. D'accord? Parce qu'il a ici, en fait, l'entité, par exemple, étudiant, c'est un ami d'un deuxième étudiant. Donc, il ne faut pas la comprendre comme ça. Il ne faut pas comprendre que E1, qu'on veut dire que E1, c'est l'ami de E1. D'accord? E1, c'est la sortie. C'est un ami de E1. C'est-à-dire, c'est la même personne. Non, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on veut lui dire ici, c'est E1. La sortie ici, un étudiant, c'est un ami d'un autre étudiant différent de premier. D'accord? Maintenant, vous avez compris ça? Est-ce que c'est clair? Je peux avancer? Oui, monsieur. Très bien. Alors, dites-moi ici, pour les cardinalités, un ami, une personne, par exemple, je considère E1, il peut être ami à combien de personnes? À une personne. Minimal, maximal, les cardinalités. Je vais mettre les cardinalités ici. Minimal, maximal. La cardinalité. Une personne, au minimal, il peut être ami avec combien de personnes? N. N. Une personne. Zéro. Zéro. Voilà. Zéro. C'est 0 N. Est-ce qu'on peut avoir un étudiant qui n'a pas d'amis? Oui ou non? Oui. Très bien. Donc, au minimal, c'est 0. Oui, c'est vrai, on peut avoir un étudiant qui n'a pas d'amis. Oui, il n'aime pas ces histoires-là de social. D'accord? Oui, il n'est pas social. Ben, on peut avoir ce cas-là. Il y a 10 cas. D'accord? Donc, on peut avoir un étudiant qui n'a pas d'amis. Donc, 0. Et on peut avoir un étudiant qui a plusieurs amis. D'accord? Donc, de l'autre sens, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que, donc, E3, il peut avoir 0 ou bien plusieurs amis. D'accord? La même chose. Et cette association-là, pour les associations réflexives, quand on parle des associations réflexives, il y a deux types d'associations réflexives. Donc, deux types des associations réflexives. Il y a l'association réflexive symétrique, il y a l'association réflexive non symétrique. Ça veut dire quoi symétrique? Symétrique. Symétrique, c'est ce cas-là. Symétrique, ça veut dire ce sens-là, il est équivalent à ce sens-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si E1, regarde, je commence par ce sens-là. Si E1 est un ami de E3, automatiquement, E3 c'est un ami de E1. D'accord? C'est là, il s'appelle association symétrique. Les deux sens, ils sont équivalents. Le premier sens implique le deuxième sens. Le deuxième sens implique le premier sens. Donc, c'est équivalent. D'accord? Ça, c'est symétrique. Non symétrique, ça veut dire quoi? Aller dans ce sens-là, c'est pas comme la même chose d'aller dans ce sens. D'accord? En plus,
on peut dire sur l'association symétrique que ces cardinalités-là, ils sont toujours les mêmes par rapport à celles-là. Donc, c'est la même chose. Une personne E1, c'est un ami d'une personne E3, automatiquement, E3, c'est un ami de E1. Yani, être ami, il n'a pas de sens. Mais le sens. C'est pas comme emprunter. C'est pas comme l'histoire de emprunter. Regardez pour la phrase de emprunter. Quand je dis ici emprunter, ça c'est étudiant, ça c'est livre. Quand je dis en fait un étudiant, il emprunte un livre. Alors, je vais faire le sens ça. La phrase c'est que un étudiant, il emprunte un livre. Mais un livre, est-ce qu'il emprunte un étudiant? Un livre, est-ce qu'il emprunte un étudiant? Non. Je dis un livre, il est emprunté par un étudiant. Alors, بدلت في le sens. Ou la phrase تبدلت. D'accord? بدلت في le sens. Quand je change dans le sens, donc la phrase, elle a été modifiée. Et sinon, la phrase, ça ne se modifie pas. Même si je change dans le sens. E1 est ami de E3. E3 est ami de E1. Donc, c'est symétrique. D'accord? Alors, on va voir un autre exemple, là où nous n'avons pas la symétrie. Là où nous n'avons pas la symétrie, on va considérer, en fait, une personne, peu importe donc, l'entité qui s'appelle personne. Par exemple, il a le numéro CIN, d'accord? Il a un nom, il a un prénom, etc., etc. Ça, c'est une entité. D'accord? Alors, donc, ici, en fait, je vais mettre deux associations réflexives. Voilà la première. Et voilà la deuxième. Donc, une personne. Alors, dites-moi une relation entre deux, qu'on peut avoir entre deux personnes, au lieu de l'amitié. Relation familiale. Relation familiale, par exemple, une relation familiale, exemple d'une relation familiale. Parental entre un père et un Et fils. père, voilà. La deuxième, c'est et frère. D'accord? Et père et frère. Alors, dites-moi, c'est quoi l'association? L'association non symétrique. Ça, c'est personne 1, personne 2, jusqu'à personne n. Alors, c'est quoi l'association donc symétrique ici? Frère Hum? et frère. Et frère, c'est l'association. Très bien. C'est l'association Oui. symétrique. Donc, alors, et frère, dites-moi, une personne ici, sur ce groupe-là, une personne, elle peut être frère à combien de personnes? Une Zéro. personne, donc je viens ici. Regarde ici, celui-là par exemple, c'est frère de celui-là. D'accord? Celui-là par exemple, c'est frère de celui-là. Alors une personne, P1, il peut être frère à combien de personnes? Au minimal, Zéro. 0. Et au maximal, n. Comme il s'agit, nous avons dit en fait qu'il s'agit en fait d'une association symétrique. Quand je dis P1 est frère de P3, automatiquement P3 est frère de P1. J'ai pas changé la phrase. P1 c'est frère de P3, P3 c'est frère de P1. Donc c'est symétrique. Automatiquement ici il y a 0n. D'accord? Si P1 c'est le frère de P3, automatiquement le P3 c'est le frère de P1. Donc ici les cardinalités ce sont les mêmes. Pourquoi? Parce que c'est une association symétrique. Ça c'est association symétrique.
D'accord? On va voir maintenant pour paire. Pour paire. Donc, je vais mettre ici une autre personne, P, par exemple 4. Alors, je considère par exemple que le P2, le P4, le P4, c'est le paire de P2 et c'est le paire de Pn. D'accord? Automatiquement, pourquoi? Parce que, donc, c'est le paire, voilà. Donc, le P4, c'est le paire de P2. D'accord? Je vais mettre ici un P0. Donc, pour dire le P0, c'est le paire de P1. Alors, dites-moi, une personne, elle peut être paire à combien de personnes? Une personne. Une personne. Alors, Zéro. regarde ici, en fait, nous avons dit, en fait, c'est pas symétrique. هذه c'est pas symétrique. يعني تنحدد لا بات ديال بير، تنكتب هنا ا كوتي هنا بير باش نعرف بلي لو كوتي هذا سي بور بير، وهنا تنقول باغ اكزومبل فيس باش نعرف هاد لا بات هذه سي بور فيس، حيت ils ne sont pas symétriques. D'accord? Ça c'est frère et ça c'est frère. Frère est égal à frère, donc c'est pas la peine, je peux ne pas écrire ça. Mais père et fils, il s'agit pas de la même chose. D'accord? Une personne, voilà, une personne, regardez, je dis P2, c'est le père de P4. Je mets la flèche comme ça. D'accord? P2, c'est le père de P4. P4, c'est le fils de P2. Regardez ici, la phrase elle a été modifiée. P2, c'est père de P4. P4, c'est fils. يعني l'action, le verbe, تبدل. إذا قلت لكم تبدل la phrase, يعني l'action et le verbe, il est modifié. P2, c'est père de P4. P4, c'est le fils de P2. Donc, ici, le P1, c'est le père de P0. C'est le père de P0. Ici, il faut mettre le sens. Regardez, ici, on n'a pas besoin de mettre le sens. Ça, c'est frère. Ça, c'est père. Donc, P1, c'est le frère de P3. P3, c'est le père de de P1. Ici, on n'a pas besoin de mettre le sens des flèches. Pourquoi? Parce que c'est équivalent. Elle est comme ça, c'est comme elle est comme ça. Pour le père, non. P2, c'est le père de P4, mais le P4, c'est le fils de... Alors, dites-moi, une personne, elle peut être père à combien de personnes? Une personne. Deux? 0N. 0N. Très bien. Une personne, elle peut être père à combien de personnes? 1. Non. Une personne, elle peut être père, donc je parle toujours de celui-là. Donc, une personne, elle peut être père à 0 ou bien à plusieurs personnes. Ici, une personne, elle peut être fils à combien de personnes? Une personne. Hein? Une Pardon? personne. Une Une personne. personne. Une. Ali Benek. Une personne, c'est le fils au minimum c'est de 1 et au maximum c'est 1. Ben, ça c'est le monde réel qui dit ça. Donc une Monsieur- personne, oui, Pourquoi 0 pour père? Si c'est 0, pourquoi on va l'appeler père? non, mais il peut être une personne. Hein, C'est- sans Parce que père. quand je dis en fait celui-là, regardez ici. À partir de ce schéma-là, est-ce que celui-là il a des enfants? Washhada. PN. Est-ce qu'il a des enfants? C'est le frère de P2. PN, c'est le frère de P2. Mais le PN, souvent le schéma que je viens de tracer ici, est-ce que le PN, est-ce qu'il a un fils? Non. Non, voilà, c'est comme ici, c'est la relation d'amitié ici, regardez. Un étudiant est ami avec un étudiant. D'accord? On a d'abord 0. Pourquoi dire est ami et mettre ici 0? Parce que je peux avoir un étudiant qui n'a pas d'amis. Fahmti? Tu as compris Oui. ça? J'ai mis 0 ici parce que je peux avoir... Ça, c'est un ensemble. D'accord? Ça, c'est un ensemble. Je peux avoir un élément dans cet ensemble-là, les d'accord? Je peux avoir une personne, par exemple, ici. Voilà une personne ici.
Cette personne-là, il n'a pas d'amis. Il n'a jamais d'amis. D'accord? Donc, je peux mettre 0 ici. Ici, j'ai mis 0 ici parce que je peux avoir une personne dans cet ensemble-là qui n'a pas de fils. Il n'est père à aucune personne. D'accord? Mais ici, non. C'est comme l'histoire du livre et auteur. Quand je parle d'un livre, j'ai un livre, automatiquement, il y a un auteur. C'est obligatoire. Tu as compris? Quand je parle d'un livre, automatiquement, il y a un auteur. C'est logique. Même que je connais dit, voilà un livre comme ça, qui n'a pas d'auteur. Donc, ici, ici, donc, ici, je peux, ça c'est un ensemble, là où je peux avoir une personne qui n'a pas de fils. Mais quand je parle d'un fils, une personne ici, c'est quoi son père? Automatiquement, on doit avoir un père. D'accord? C'est 1-1. Yani, normalement, quand on parle des conditions normales, une personne, il a un père. 1, 1. D'accord? Au minimum et au maximum. Celle-là, il s'appelle une relation asymétrique parce que ça, c'est pas comme ça. Aller dans ce sens-là, c'est pas comme aller dans ce sens-là. Le verbe, c'est tout. Une personne, c'est père une personne, c'est père P2, c'est père de P4. L'action maintenant, c'est père. Il y a le verbe. Mais le P4, c'est pas père de P2. L'axe P4, c'est l'enfant de P2. Donc, si là, ça s'appelle une association non symétrique, asymétrique, on va dire que c'est une association symétrique. Je continue. Donc, le cas d'une association NR, le troisième type d'association s'appelle l'association NR. C'est une association qui relie entre plusieurs entités. D'accord? Par la suite, on va voir ça comme des exemples. Il y a la facture, le client, un produit, contient, ou bien acheté, avec un prix, une quantité. D'accord? Un client, il a acheté un produit avec une facture. D'accord? Donc, ça c'est contenir. Si on veut mettre ici contenir, c'est pas une facture, il contient le produit acheté par un client. Une facture, dans la facture, on trouve le produit et le client. C'est pourquoi il y a contient ici. D'accord? Ici, là, il s'appelle NR. Et il ne faut pas fusionner, en fait, faire la confusion entre NR et pluriel. Pluriel, ça veut dire deux entités, ils ont plusieurs liens, ils ont plusieurs associations. Ici, NR, ça veut dire une association, l'axe. Une association, il a plusieurs entités. Donc, l'association NR, voilà ici, la problématique, ce genre d'association, des associations ne sont pas compréhensibles. Ce genre d'associations sont plus difficiles à manipuler et à interpréter, notamment au niveau des cardinalités. Surtout, en fait, au niveau des cardinalités. Si on veut tracer des cardinalités, le type des associations, c'est un peu plus délicat. C'est pourquoi nous avons la possibilité de rendre l'association, le schéma, ça c'est un schéma entité-association. On peut le rendre linéaire. Ça c'est forme d'étoile, ça c'est le centre de l'étoile, d'accord, NR. On peut le rendre sous forme d'un schéma linéaire, d'accord. Je peux mettre le client en relation avec, pourquoi? Parce que je mets ici contient une facture, il contient un client et il contient un produit. Et si je vous pose la question, c'est quoi l'entité intermédiaire ici? L'entité intermédiaire, c'est quoi? C'est le produit, le client ou bien la facture? Suivant le mot contient. L'entité intermédiaire, c'est la facture. Parce que nous avons dit la facture, il est en relation avec le produit. La facture, il contient le produit. La facture, il contient le client. Je peux mettre la facture au milieu, ici. Une association avec le produit, une facture, il contient un produit, d'accord? Ou un client, il reçoit une facture, d'accord? Un client, il reçoit une facture qui contient un produit. C'est ça le schéma, d'accord?
Mais ici, là, on commence à mettre des schémas entité-association qui contiennent plus de 2 entités. Là, nous avons 3 entités. Proche à proche, le schéma. Alors, la phrase, c'est bien celui-là. Un client, il reçoit une facture qui contient un produit. Le client, chez le magasin, il a acheté un produit ou il reçoit une facture. D'accord? Alors, ici, pour les cas d'inalité, un client, il peut recevoir plusieurs factures. D'accord? Un ou plusieurs factures. Et si je mets ici personne, c'est quoi la cardinalité ici, à votre avis? 0N. Très bien. Et pourquoi j'ai mis 1 ici au lieu de 0? Parce qu'il s'agit d'un client. Il est smitu client, donc je lui donne un caractère. Smitu. Je lui dis, tiens, voilà, c'est client. Donc, il s'appelle un client parce qu'au moins, il a acheté une seule fois. يعني على الأقل راه عنده une seule facture. D'accord? Mais il ne نسميه client يكون عندي هنا 0 facture. Un client qui n'a jamais de facture, ben, c'est pas possible. Un client qui n'a jamais de facture, donc c'est une personne ordinaire. Il n'est pas encore un client. C'est un client, c'est en fait le premier, c'est ce qu'on a dit, au moins une facture. C'est pourquoi on met ici un N. Une facture, si vous connaissez des factures, si vous avez déjà en fait vu une facture, elle contient un seul client. D'accord? Ou une facture, c'est une client qui fait besoin des produits. Une facture, par exemple, vous êtes sur le magasin, vous avez acheté la télévision, l'ordinateur portable, le smartphone, par exemple. Dans une seule facture, vous avez les 3 produits. Donc, une facture, est-ce qu'elle peut contenir 0 produit? Non, monsieur. Pas possible. Donc, il y a au moins un seul produit. Mais il peut avoir plusieurs produits. Il peut avoir plusieurs, comme j'ai dit, le TV, ordinateur, portable, etc. D'accord? Maintenant, pour les cardinalités de produits. Un produit, il est contenu dans combien de factures? Dans le magasin, je prends n'importe quel produit. Ce produit-là, il est dans combien de factures? Ou bien, autrement dit, un produit, il a été vendu combien de fois? 1, 0, 0. Pourquoi 0? Parce que je peux avoir un produit dans un magasin qui n'a jamais été vendu. C'est un produit en fait indésirable. Il n'est jamais demandé par aucun client. Donc, je peux avoir un produit qui est prêt dans le magasin, etc. Donc, il n'a été jamais vendu. Donc, un produit, il peut être dans 0 facture, comme il peut être vendu plusieurs fois. D'accord? Donc, je continue. Donc, les règles portant sur les normes, d'abord, en fait au sens de la normalisation. D'accord? Là, avant d'arriver à la normalisation, il faut voir quelques règles. Là, je vais essayer en fait de les expliquer rapidement. Parce que normalement, comme j'ai dit en fait, pour créer une base de données, il faut aller chez l'établissement. Par exemple, on veut créer la base de données de l'IFST. Il faut aller chez l'IFST, faire en fait l'interrogation, poser des questions, etc. Pourquoi? Pour ramasser un cahier de charge avec le texte. Un texte qui fait la description de l'établissement, ou bien de l'entreprise, etc., ou bien de l'administration, etc., etc. D'accord? Et à partir de ce texte-là, on va essayer de faire sortir des entités, des associations et des cardinalités. 3 choses. D'accord? À partir du texte, on va essayer en fait de faire sortir des entités que nous avons, des associations, des entités, des associations et des cardinalités à partir du cahier de charge. D'accord? Mais quand je suis en train de faire sortir des entités, des associations et des cardinalités, il faut respecter un certain nombre de règles. D'accord? Ces règles-là, c'est pour le bon fonctionnement d'une base de données. C'est-à-dire afin de créer une bonne base de données, là où il n'y a pas de redondance, là où il n'y a pas de risque d'enregistrer les données dans plusieurs endroits, d'accord? Là où la base de données il est bien structurée, il est minimal, il est optimal, d'accord? Pour avoir une belle base de données, je dois respecter un certain nombre de règles. Il y a 2 grands types de règles.
Il y a ces règles-là, il y a des règles ordinaires, il y a des règles qui sont obligatoires. Obligatoires, elles s'appellent les formes normales. Alors, nous avons deux types de règles. Nous avons les règles ordinaires, ce qu'on est en train de voir maintenant, d'accord? Il y a des règles qui s'appellent des formes normales. Ces règles-là, les formes normales, le deuxième type, ce sont des règles qui sont obligatoires à respecter. D'accord? Donc, la règle ordinaire numéro 1, dans un modèle entité-association, le nom d'une entité, d'une association ou d'un attribut doit être unique. D'accord? Nous avons ici, en fait, si nous avons enseignant étudiant, si vous voyez, ça, c'est pas une règle obligatoire parce que c'est le premier type des règles. Si nous avons en fait deux entités ici, là, regardez, nous avons un numéro. Nous avons un nom, un prénom. Yani les deux entités, ils se ressemblent. C'est tchabou. D'accord? Si nous pouvons de mettre les deux entités sous forme d'une seule entité, c'est bien. Si nous ne pouvons pas, il faut les garder comme ça. D'accord? Regardez, à partir des attributs, ça c'est un exemple. Enseignant étudiant, on peut les fusionner sous forme d'une seule entité. D'accord? Mais précisément pour l'exemple d'étudiant et d'enseignant, c'est pas possible de les fusionner. Alors l'idée de ce slide-là, de cette page-là, c'est que si vous avez deux entités qui se ressemblent, il faut ici en fait de les fusionner. Si je mets ici numéro apogée et numéro de somme, un enseignant, il a un numéro de somme, ou bien le numéro sur lequel il est identifié sur le ministère. D'accord? Donc ça c'est numéro de somme, ça c'est numéro apogée. Donc ce sont deux attributs qui se diffèrent parce que un étudiant, il n'a pas le numéro de somme et un enseignant, il n'a pas un numéro apogée. Donc c'est pas la peine de les fusionner. Mais si nous avons la possibilité de fusionner deux entités de Chabot, c'est mieux de les fusionner. Ça dépend de la situation. La règle numéro 2. Il faut remplacer un attribut multiple en une association ou une entité supplémentaire. Regardez ici, nous avons employé, d'accord? Nous avons ici employé. Cet employé, il a un numéro employé, il a un nom, un prénom, une adresse principale, une adresse secondaire. Regardez, il y a deux attributs, c'est adresse. D'accord? Il y a trois autres attributs qui se ressemblent. Si nous avons, à partir du cahier de charge, j'ai fait sortir une entité, dès que le texte, dès que la description de l'établissement, j'ai fait sortir une entité qui contient un employé, numéro employé, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Dans ce cas-là, une bonne règle, c'est que ces attributs pour les attributs qui se répètent, il faut leur créer une entité. Il faut leur réserver une entité. Par exemple, adresse, pour ces deux-là, je vais les faire sortir de employé, à ma prochaine. Je vais les faire sortir de employé et je vais créer adresse. D'accord? Ce qui s'appelle adresse. Numéro de téléphone, il faut créer une nouvelle entité qui s'appelle, il faut faire sortir les trois champs de employé, d'accord? Et créer une entité qui s'appelle numéro de téléphone. Et bien sûr, quand je mets l'entité adresse, adresse, il est dans employé. Donc, la nouvelle entité adresse, ça va être en relation avec l'entité employé. La nouvelle entité numéro de téléphone, ça va être en relation avec l'entité employé. Voilà. Nouvelle entité adresse, nouvelle entité numéro de téléphone, ils sont en relation directe avec employé. D'accord? Alors, c'est quoi la relation? Bon, il y a pour l'association, c'est facile à faire sortir l'association. Entre un employé et une adresse, c'est quoi le verbe? C'est habiter. Un employé, il habite dans une adresse. D'accord? C'est quoi le lien entre un employé et un numéro de téléphone? C'est avoir un employé, il a, ou bien il possède un numéro de téléphone. D'accord? Alors maintenant, regardez pour l'adresse maintenant, c'est un ensemble. L'adresse, c'est un ensemble. C'est pas en fait créer l'entité pour celui-là et créer l'entité pour celui-là. Non, c'est créer une seule entité pour les deux.
D'accord? Parce qu'en fin de compte, nous avons dit entité, c'est ensemble. Pour chaque employé, il a deux adresses. C'est un ensemble. Pour chaque employé, il a 3 numéros de téléphone. D'accord? Une adresse. Alors, entité adresse. Il y a le numéro de l'adresse, il y a l'adresse, code postal, ville. D'accord? Pour le numéro de téléphone, il y a le numéro de téléphone. Donc, ça, c'est numéro de téléphone déjà. Numéro d'adresse, c'est une clé primaire. Numéro du numéro de téléphone. On a deux numéros. D'accord? C'est pas, ça, c'est pas ça, c'est le numéro de la base de données. Le numéro du numéro de téléphone. Par exemple, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, etc. Par contre, ce deuxième numéro de téléphone, c'est 06, etc. C'est le vrai numéro du téléphone. Et le type, parce que nous avons dit ici, il y a téléphone domicile, téléphone portable. Donc, il faut spécifier ici un type. D'accord? Je viens maintenant pour ce type-là, ça peut être portable ou bien domicile fixe. Pour l'adresse, pour les cardinalités, un employé, il peut avoir combien d'adresses? Il habite dans combien d'endroits? Il peut habiter dans un seul ou bien plusieurs endroits. Vous êtes bien d'accord? Une adresse, il est habité par combien d'employés? C'est-à-dire dans une maison, une seule, quand je dis une adresse, donc c'est une maison. Parce qu'une maison a une seule adresse. D'accord? Une maison, il est habité par combien d'employés? واش هاد ان صحيحه ولا غلطه dans le monde réel? Est-ce que je peux avoir une maison vide? Oui. Très bien. Donc ici c'est 0 normalement au lieu de 1. D'accord? Dans les règles de passage de MCD vers le MLD, qui se basent sur les cardinalités que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit en fait qu'il y a des règles pour aller de MCD vers le MLD, pour aller du modèle entité-association vers le modèle logique, nous avons dit en fait qu'on se base sur les cardinalités. D'accord? Vous allez constater, vous allez constater que la règle minimale, il n'a pas beaucoup d'importance. C'est la règle maximale qui a beaucoup d'importance. C'est le N qui a beaucoup d'importance. D'accord? Alors ici, ou bien mettre 0 ou bien mettre 1, ça ne change pas beaucoup dans les règles de passage de modèle entité-association vers le modèle logique de données. Il y a 3 modèles. Modèle entité-association, bien modèle conceptuel. Il y a le modèle logique, il y a le modèle physique. تنبداو من الفوق من un cahier de charge. Cahier de charge, le modèle conceptuel de données, ou bien le modèle entité-association. On applique un certain nombre de règles, on passe au modèle logique de données, et par la suite, il faut implémenter sous forme d'un ICJB, ce qu'on appelle en fait le modèle physique de données. D'accord? Un employé, il peut avoir combien de numéros de téléphone? C'est un ou plusieurs. Un numéro de téléphone, il appartient à combien d'employés? Est-ce que c'est correct ça ou pas? Un numéro de téléphone, il appartient à combien d'employés? Un quoi? Là, quand je demande les cardinalités, il faut donner le minimal, le min et le max. Un numéro de téléphone, c'est pour combien d'employés? Et s'il s'agit d'un domicile, d'un téléphone fixe, est-ce qu'un téléphone fixe toujours appartient à une seule personne? Non. Voilà. Non, Donc, je non, peux avoir, parce qu'il y a un numéro de téléphone domicile ici, je peux avoir un téléphone fixe qui appartient à plusieurs personnes. Par exemple, chez vous à la maison, si vous avez un numéro fixe, c'est pas pour chaque personne, il a son numéro fixe. Mais chez كل واحد عنده un numéro fixe. C'est qu'un seul fixe pour toute la famille. D'accord? Donc, un numéro de téléphone, ça peut être pour une ou bien plusieurs employés. Je passe. Alors, ça, c'est pour la règle 3. La règle 3, ça ressemble un petit peu à la règle 1. La règle 1, s'il y a possibilité de fusionner deux entités sous forme d'une seule entité, c'est bon.
Si c'est pas possible, donc on garde comme ça. Alors, celle-là, elle ressemble à cette règle-là. La règle 3, elle ressemble à la règle 1, sauf ici, on parle des spécialités. Il y a le généraliste, il y a le dentiste, il y a l'ophtalmologue. Alors, ça, ce sont des spécialités. Nous avons lu un cahier de charge, et à partir de ce cahier de charge, nous avons fait sortir, en fait, les trois entités. D'accord? Alors, je pense ici que c'est faisable de fusionner entre les trois. D'accord? يعني de mettre une seule entité qui s'appelle médecin, بلا ما نكثروا في les entités. On va mettre médecin, numéro de médecin, c'est pas numéro généraliste, c'est pas dentiste, c'est pas un mot général, il y a un nom, un prénom, une adresse, et j'ajoute ici un type, un champ qui s'appelle type. D'accord? Donc, ici aussi, on peut ajouter en fait la profession, ou bien type. Nous avons fusionné les deux dans la personne. Si numéro personne, c'est général, il peut être ou bien celui-là ou bien celui-là. Il y a un nom, il y a un prénom, d'accord? Je peux ajouter ici un type pour dire est-ce qu'il s'agit d'un étudiant ou bien est-ce qu'il s'agit d'un enseignant, d'accord? La même chose ici. Le type, est-ce qu'il s'agit d'un ophtalmologue, d'un dentiste ou bien d'un généraliste, d'accord? Donc ça ressemble un petit peu les deux règles, la première règle et la troisième règle. Regardez ici, nous avons la relation entre un livre et une personne. D'accord? Alors ça, on fait à partir du cahier de charge, nous avons fait sortir celui-là. Alors, nous avons constaté qu'un livre, il est en relation avec l'écrivain. Un écrivain, il écrit un livre. Un abonné, il emprunte un livre. Ou bien un acheteur, un client, il achète un livre. En fin de compte, un écrivain, c'est une personne, c'est un humain. Un abonné, c'est un humain. Pourquoi ne pas fusionner? Je dis si en cas de besoin. Ou bien, s'il y a une possibilité. S'il y a une possibilité de fusionner ces deux entités, ça sera mieux. Si ce n'est pas possible, on la garde comme ça. C'est facile. D'accord? Alors, regardez ici, nous avons un livre. Un livre, il est en relation avec l'écrivain. Un livre, il est en relation avec l'abonné. Là, un abonné qui emprunte. D'accord? Mais les deux, ce sont des humains. On peut les fusionner dans une seule entité qui s'appelle personne. Personne, il a le numéro de personne, nom, prénom, adresse. Cette personne, elle peut écrire le livre. Dans ce cas-là, c'est pas classé écrivain. Si je vais sur ce sens-là, dans cette association, si je bouge ici dans l'association écrire, ça veut dire que cette personne-là, c'est un écrivain. Si je bouge dans cette association-là, emprunté, ça veut dire que cette personne-là, c'est un abonné, c'est pas un écrivain. D'accord? Parce que c'est emprunté. Un écrivain, oui, il peut emprunter un livre, mais l'objectif de l'association, c'est pour dire que celui-là, c'est un client. La personne, c'est un client ou bien c'est un abonné. Alors, normalisation des entités et des associations, c'est très intéressant cette partie-là. Alors, je vais commencer en fait par la première forme normale, la normalisation. Réfléchissez à la normalisation, non? Quand on parle de la normalisation. Normalisation des entités et des associations. Alors, je vais expliquer ça veut dire quoi la normalisation. On parle tout, on va terminer la prochaine fois. Alors, la normalisation, quand on parle en général, parce que la normalisation, en fait, ce sont des règles obligatoires à respecter. D'accord? Alors, la normalisation donnez-moi l'exemple de quelque chose qui a été normalisé. Il y a un paramètre que nous avons sur la vie quotidienne qu'on ne peut pas changer, qu'on doit respecter. Dites-moi un exemple. Quand on trouve en fait une chose, un produit, ou bien des dimensions qu'on ne peut pas changer, celle-là, elle s'appelle par exemple la normalisation. D'accord? Alors l'exemple, par exemple, la loi, tu dis? Oui, monsieur. La loi, on peut la modifier. Exemple de la loi. La loi, نقدروا نبدلوها. Ça peut être modifié. Ouais, c'est une sorte de normalisation.
Ici, en fait, je parle de la normalisation, c'est pas à l'échelle nationale, c'est à l'échelle internationale. La date du jour. La date du jour, ça, oui, d'accord. Le Par temps. exemple, le temps, par exemple, nous avons chaque jour, nous avons 24 heures. C'est une chose qu'on ne peut pas modifier. Donc, on dit que le temps, il est normalisé. D'accord? Ou bien l'unité de temps, l'heure, il a été normalisé. يعني tout le monde خدامين بالساعة. D'accord? Mais est-ce qu'on peut créer une autre entité de temps? Bien sûr, scientifiquement, on peut créer en fait une autre unité de temps, de telle sorte que chaque jour, ça c'est par jour. D'accord? On peut créer une autre unité de temps. Là où nous avons par exemple 100 x d'unités par jour. D'accord? Le jour, il est divisé en 100. Le jour maintenant, de là vers là. Parce qu'ici, en fait, 24 heures, c'est que le jour, il est divisé en 24. D'accord? Il est divisé en 24. Et chaque unité, il s'appelle heure. Je peux diviser la journée en 100. D'accord? Et chaque unité, il s'appelle ce X-là. D'accord? Mais en fait, le heure, on doit le respecter parce qu'il est normalisé. C'est une chose que nous avons normalisée. D'accord? Une autre chose. Dites-moi une autre chose. Donc, par exemple, je vous donne un exemple au sens de l'industrie, de la fabrication, par exemple, électronique. Alors, dans la prise murale que vous avez sur la maison, là où vous déposez en fait le chargeur de téléphone ou bien de l'ordinateur portable. Alors ici, en fait, la prise murale, elle se compose de deux trous comme ça. Il y a deux trous. C'est quoi ça? Oui, monsieur. Et la distance entre ces deux-là, est-ce que ça change? La distance entre ces deux-là. La distance entre ces deux trous-là, c'est toujours D. Elle est normalisée, معروفة. Il faut la respecter. Vous pouvez la modifier, oui. C'est comme l'unité de temps. Tu peux modifier ça et travailler avec un X. Mais personne ne va pas comprendre ton X. D'accord? Personne ne va pas comprendre. Si tu vas voyager par exemple même à Rabat ou bien en France ou bien en Espagne et tu parles l'unité du X, personne ne va pas comprendre. Il faut parler cette unité-là, c'est l'unité reconnue, normalisée, etc. D'accord? La même chose pour cette distance-là. On peut créer en fait une prise murale là où la distance elle est grande. D'accord. La distance elle est grande, aucune personne elle va l'acheter. Parce que c'est inutile. Personne ne va pas la comprendre. D'accord? C'est pourquoi quand j'achète par exemple un produit américain, un chargeur par exemple, je viens au Maroc, je le mets sur le mur et ça marche. Parce que la distance elle est normalisée. D'accord? C'est ça la normalisation. La normalisation, c'est unification des règles au niveau international pour que tout le monde en fait reconnaisse ça. C'est ça le mot normalisation. D'accord? Ce sont des règles dont tout le monde il est d'accord. C'est pas bien sûr n'importe quelle règle. Quand je parle de H, l'heure comme H, pourquoi c'est 24 et pas 25 et pas 30? Parce que ce H-là, il a une signification. D'accord? Ce H-là, il a une signification, c'est optimal, etc. Pourquoi cette distance-là? Pourquoi exactement cette distance-là? Par exemple, 5 cm, ben, je dis 10 cm. D'accord? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 30? Parce que ces 10-là, c'est optimal. Ils trouvent une explication au niveau physique. C'est optimal, par exemple, au sens au sens électrique ou bien. C'est une valeur, en fait, c'est la meilleure valeur à choisir. D'accord? C'est la meilleure valeur à choisir. La même chose dans les bases de données. Dans les bases de données, nous avons des règles qui sont optimales à respecter. Et ces règles-là, tout le monde, il est d'accord. Toute la planète, il est d'accord sur ces règles-là. Pour créer une base de données, il faut respecter ça, ça et ça. Et tout le monde, il doit respecter ça. Ce sont des règles qui sont obligatoires. D'accord? C'est ce qu'on appelle la normalisation des entités et des associations. En fait, la normalisation des entités et des associations, parce qu'ici, en fait, on est... Pardon?
Alors, parce que ici, en fait, quand je fais en fait le modèle entité-association, quand je fais le modèle entité-association, je fais la conversion. Je rédige d'abord un cahier de charge. Nous avons ça et nous avons ça. Life is still contient des salles. Chaque étudiant, il est enseigné, c'est un texte. Et à partir de ce texte-là, un cahier de charge, on fait sortir en fait le modèle entité-association. D'accord? Il faut respecter la règle de normalisation. Pourquoi? Parce que ce schéma-là, il va être par la suite transformé en fait en modèle logique. Et ce modèle logique-là, on va l'implémenter sur un logiciel, un SGBD. Et ce SGBD-là, c'est pas moi qui l'a créé, c'est pas vous. C'est un SGBD qui a été créé en fait pour le grand public. C'est international. Quand on parle par exemple de MySQL ou bien Access, avec celui par exemple, on va travailler avec celui-là. Alors quand on parle de ce logiciel-là, ce sont des logiciels en fait qui acceptent pas en fait n'importe quel modèle logique. Elle n'accepte pas n'importe quel modèle. Il faut en fait que mon modèle logique, ce modèle-là, et mon modèle entité-association, les deux-là, ils doivent respecter un certain nombre de règles pour qu'ils soient acceptés par ce genre de SGBD. D'accord? Pour qu'un SGBD accepte ma base de données, il faut respecter en fait un certain nombre de règles qui s'appellent la normalisation. Les règles qui s'appellent les formes normales. D'accord? Donc, les formes normales donc, sont des lois standards qui permettent d'éviter la redondance. Voilà. Pourquoi les lois? Pourquoi on a obligé en fait de mettre ces lois-là? C'est pour ne pas avoir la redondance. Parce que si on ne respecte pas ces règles-là, on aura la redondance. On peut avoir des sources d'anomalies. Du source d'anomalie, c'est-à-dire je cherche le nom d'un étudiant et j'aurai l'âge d'un étudiant bien déterminé et par la suite, il m'affiche deux âges. L'année 15 et 23 par exemple. D'accord? C'est là, il s'appelle une anomalie. Même qu'est-ce un étudiant, qu'on a deux âges différents. Il a par exemple 15 et 23. D'accord? Et garantissant de la bonne modélisation entité-association. La normalisation s'applique sur le modèle entité-association que sur le modèle relationnel. Pour la partie relationnelle, on va la voir dans le prochain chapitre. Il existe 5 formes normales principales et 2 extensions. Il y a 5 formes normales, dont 3 premiers sont obligatoires et les 2, ce sont des extensions. D'accord? Plus le niveau de normalisation est élevé, plus le modèle ne contient pas la redondance, exempte la redondance. D'accord? Alors ici, on est arrivé sur la première forme normale. Donc, je pense que ça demande plus de concentration. On va laisser ça jusqu'à la semaine prochaine. Donc, le vendredi, c'est la science de TD. D'accord? Donc, le jeudi après-midi, je vais vous envoyer un message. Je ne sais pas, est-ce qu'on va faire l'étude cette semaine-là ou bien on va laisser l'étudier la semaine prochaine. Donc, jeudi après-midi, on s'est fait comme un petit message pour confirmer est-ce que nous avons un TD ou pas.